Et donc, au lendemain de Shavuot, Bémet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, vous savez, vous connaissez le livre dedans, il y a un Télim qui est connu, on le lit souvent dans la Tfila. Mi Yale Be'ar Hashem, un des Télim qu'on dit une fois par semaine, Yirali. Mi Yale Be'ar Hashem ou Mi Yakum Bimkom Kocho. Qui peut monter sur la montagne d'Hachem? Mi Yale Be'ar Hashem. Ça fait référence à quelqu'un qui s'élève jusqu'à aller sur la montagne d'Hachem, peut-être c'est un remez au Har Sinaï. Mi Yale Be'ar Hashem. Qu'est-ce qu'il dit le passouk ensuite? Ou Mi Yakum Bimkom Kocho. Et qui peut se tenir là-bas? Ça veut dire quoi? David Ameller, il nous dit un grand yesod, il dit un grand secret. Arrivé jusqu'à Shavuot, 49 jours du Homer, on compte, on étudie, on se prépare. Combien de hachanot il y a eu avant Shavuot, jusqu'à qu'on arrive à la veillée? C'est très bien. Mi Yale Be'ar Hashem, qui peut faire ça? Pas tout le monde peut faire ça. Aval, Mi Yakum Bimkom Kocho. Celui qui peut y rester, c'est encore plus grand. Monter quelque part quand tu es dans un élan, eh ben, c'est pas facile, mais c'est accessible. Mais ensuite, quand tu es déjà arrivé en haut de la montagne, tu arrivé à la Pisgah, tu arrivé à Shavuot, Matan Torah, le lendemain, c'est un peu un... L'après-Shavuot n'est pas facile. Il y a une retombée. Celui qui peut se tenir au niveau, nous dit David Ameller, c'est encore plus grand que d'arriver jusqu'à ce niveau. Mi Yale Be'ar Hashem ou Mi Yakum Bimkom Kocho. Donc souvent après Shavuot, je vois chez les Chaverim et chez les Rabbanim qui en parlent aussi, il y a un effet de relâchement. C'est dur de se tenir au niveau de Shavuot. Jusqu'à la veillée, on a veillé, on a étudié toute la nuit, on a reçu la Torah, après, c'est... Et c'est très intéressant, moi je trouve que c'est fabuleux que dans la paracha de cette semaine, il y a écrit exactement le même problème. Chaque année, au lendemain de Shavuot, ça fait toujours comme ça, Tosfot dit c'est toujours comme ça, on lit toujours Bamidbar Naso Be'alotecha. Au lendemain de Shavuot, Be'alotecha, il y a écrit le même Yisod dans la Torah elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? La paracha de Be'alotecha, je ne sais pas si vous savez, la paracha de Be'alotecha, c'est la paracha de toutes les fautes du clan d'Israël. De très nombreuses fautes sont dans la paracha de Be'alotecha. Il y a Vaïsou Me'ar Hashem, ils sont partis de la montagne d'Hachem en courant comme des enfants qui s'enfuient. Donc quand Hachem leur a dit on s'en va du Har Sinaï, ils sont restés 1 an au Har Sinaï. Quand Hachem a dit on s'en va, ils se sont enfuis du Har Sinaï comme les enfants qui sortent de l'école. Comme ça il dit le Midrash, rapporté dans Tosfot, dans la Seret Shabbat. Ils se sont enfuis complètement, ils ont dit allez, vite vite on s'en va. Il va peut-être nous rajouter encore des mitzvot, encore de la Torah. Vite vite on s'en va. Comme ça Tosfot ira mort. Première faute. Ensuite, Vei Aham Mitone Nimra, ils se sont plaints du chemin. On est trop fatigués. Hachem il leur avait fait un chemin très intense pour les faire entrer plus vite en Israël. Ils se sont plaints, on est fatigués. Ensuite, le Asafsou, ils se sont plaints de la nourriture. C'est quoi? On n'a que de la manne. Et on se rappelle, en Égypte, on avait gratuitement des mitzvot, dit Rashi. On avait des kishouim, on avait des concombres, des courgettes, avatirim, de la pastèque, et des oignons, et de l'ail. Et tous les parfums que la manne n'a pas, rapporte Rashi. Ils se sont plaints. Et la Torah elle dit la manne, regarde comment elle était bonne, c'est le pain d'Hachem. Et eux ils se sont plaints. Ensuite, dans la suite, Moshe Rabbeinu lui-même, il se plaint qu'il ne peut plus tenir le clan d'Israël, il ne tient plus. Hachem lui dit je vais te donner la nourriture. Il dit mais comment tu vas me donner suffisamment? La Gemara dit comment? Moshe Rabbeinu il se demande comment Hachem va faire. Et Ara sur Moshe Rabbeinu, comment tu vas me donner suffisamment? Même Moshe Rabbeinu il a remis en question la parole d'Hachem. Et ensuite, à la fin de la paracha, alors il y a Eldad ou Medad qui commence à parler sur la mort de Moshe Rabbeinu, parce qu'ils ont eu des névoites. Quand Moshe a transmis la névoie aux 70 Kenim, Eldad ou Medad, ils ont eu une Tosefet névoie, ils ont commencé à parler. Sur Moshe Rabbeinu va mourir, et Yoshua va nous faire rentrer. Yoshua, très énervé, va voir Moshe, mets-les en prison, Kelahem, arrête-les, détruis-les. Kelahem littéralement, c'est-à-dire bloque-les. Oui. Oui. De Moshe Aaron, j'ai pas lu ce midrash là, mais j'ai lu un midrash qu'entre eux ils étaient frères, ça j'ai lu, oui, un midrash, mais de Moshe Aaron j'avais pas lu. Le midrash parle, s'était séparé de son mari, Ah ouais? elle s'est remariée, elle a eu Eldad et Medad avant de se remettre en fait. Yacholiot, je connaissais pas. Yacholiot. Al-Kol Panim, dans la Torah c'est marqué qu'ils ont eu une prophétie miyuchedet, et ensuite, alors pendant la prophétie, qu'est-ce qui s'est passé? En plus il y a Tzipora qui dit oh là là, t'as vu, ils sont prophètes, les pauvres leurs femmes, elles vont sûrement se séparer de lui. Myriam elle entend, elle dit attends, Moshe s'est séparé de toi, elle va voir Aaron, la Shonara. Elle lui a dit tu sais pas, Moshe Rabbeinu il s'est séparé de Tzipora, pourtant, parce qu'il est Navi, mais nous aussi on est Navi, et on n'est pas séparés de nos époux, on comprend pas ce qu'il fait Moshe Rabbeinu, la Shonara, paf, Hachem arrive, Myriam elle met Torah de Kacheleg, Hachem il est très énervé, il est fâché, il punit Mamash
Aaron et Myriam, la Gemara rappelle que même Aaron il a été puni, bien que c'est pas marqué dans la Torah, il y a marqué Aaron il a été puni. La Gemara de Maseret Shabbat, Rabbi Akiva il dit Aaron a été puni, la Torah ne l'a pas dit. Alors là-bas il y avait Rabbi Yoshua, il a crié sur Rabbi Akiva, il a dit alors si la Torah ne l'a pas dit, pourquoi tu nous le dis toi? Tu ne dis pas du Lachon Hara sur Aaron. Mais la Torah, C'est pas une crainte qu'ils ont eu de devoir se séparer de leurs conjoints respectifs. Oh, ils se sont plaints, bravo, ils se sont plaints, ils ont été bourrés sur leur famille, bravo. Ils ont été bourrés quand ils ont reçu ensuite les interdits de Harayot, ils se sont plaints, ils ont été bourrés. Donc on mâche la paracha, on pourrait dire la paracha de toutes les fautes. La paracha de toutes les fautes, enfin de beaucoup parce qu'il y a d'autres parachas et des fautes, mais il y a beaucoup de fautes dans tout ça dans le livre qui suit Vaïbinso Aaron. Tout ça dans le Perek Yud Aleph et début de Perek Yud Bet. C'est très katsar. Et à Tkedekar, que Bémet, la Gemara elle-même, elle demande mais pourquoi il y a ce Vaïbinso Aaron en plein milieu de la paracha avec un noun à l'envers et un noun à l'envers. Et c'est un livre, Bifnatzmo, nous dit la Gemara dans Maseret Shabbat, dans Perek Kol Kitve. Et c'est un halakha lemaasé comme je vous l'ai dit, puisqu'on sauve des livres qui ont 85 lettres comme Vaïbinso Aaron. Donc, pourquoi il y a un livre, un chumash, Bifnatzmo, en plein milieu de la paracha? Il devrait pas être là, il aurait dû être dans Bamidbar, explique Rashi, là où on parle du campement de chaque tribu et des Dégalim. Là-bas, il y a écrit la Nessia des Lévim, c'est marqué là-bas la Nessia des Lévim, Perek Bet de Bamidbar, Pasuk Yudzaïn si je ne me trompe pas. Et là-bas, on aurait dû mettre Vaïbinso Aaron. Et la Torah l'a pris de Perek Bet Yudzaïn pour nous le mettre dans Perek Yud, la fin du Perek Yud. Qu'est-ce que ça fait en plein milieu de la Torah? De la paracha. Demande la Gemara. C'est la Gemara qui pose cette question-là. Et elle dit quelque chose d'extraordinaire, la Gemara dans Perek Kol Kitve dans Maseret Shabbat. Elle dit qu'on voulait faire une interruption entre la faute qui est dans le premier livre de Bamidbar, c'est juste avant Vaïbinso Aaron, dans le pasuk juste avant Vaïbinso Aaron, c'est marqué quoi? Vaïsou Me'ar Hashem, 2 psukim avant Vaïbinso Aaron, ils se sont enfuis de la montagne d'Hachem. Ils ont voyagé la montagne d'Hachem, ils ont dit allez, on s'en va du Har Sinaï, partons vite du Har Sinaï avant qu'ils nous rajoutent encore de la Torah et des mitzvot. La Torah, elle a vu cette première faute-là, elle a mis un livre pour interrompre, et ensuite, dans le livre d'après, elle nous raconte la suite des événements avec toutes autres sortes de fautes. Pour pas que les fautes, elles puissent se lier entre elles. Si les fautes avaient été les unes à côté des autres, il y aurait eu un cercle vicieux d'Avera, Avera Goret Avera, les fautes se lient les unes aux autres, et ça aurait été dangereux. La Torah, elle a voulu séparer cette faute-là des autres. Et l'année dernière, on avait expliqué, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on va parler du Lachon Hara de Myriam, plus précisément. Mais comme je vous le disais, comme on est au lendemain de Shavuot et qu'il y a souvent un relâchement, je voulais montrer que dans la Torah c'est écrit exactement pareil. La racine de toutes les fautes, nous révèle Tosfot et nous révèle la Paracha, c'est Vaïsou Me'ar Hashem. Dès qu'ils sont partis du Har Sinaï, c'était fini. Au Har Sinaï, personne n'a parlé de faute. Personne ne s'est plaint. Ni de la nourriture, ni de quoi que ce soit. Et au Har Sinaï, on étudiait la Torah, les matok, comme le lait, comme le miel, on était avec Hashem. Personne ne s'est plaint, il n'y a eu aucune avéra, aucune faudra du tout. Vaïsou Me'ar Hashem, ils sont partis de la montagne d'Hachem. Toute la fin de la paracha, c'est rempli de fautes de chacun, de Yehoshua, de Moshe Rabbeinu, même on peut dire des Dikdukim, de Myriam, Anévia, de Aaron, du peuple, toutes sortes de fautes dans tous les sens. Donc quand on passe Matan Torah, c'est pas que chez nous le relâchement, c'est pas que chez nous ce mouvement vers le bas, c'est même dans la Torah nous dit, ils sont partis à Tkedekar, qu'il a fallu mettre un livre pour interrompre, pour pas que soit trop ressenti le départ du Har Sinaï, on interrompt et on recommence maintenant une nouvelle paracha. Donc nous aussi faire attention qu'il n'y ait pas trop un relâchement et une chute brutale comme ça peut se passer au lendemain de Matan Torah. C'est pas le Har Sinaï qui était sacré, c'était le moment qui était sacré, c'est pas l'endroit. Oui, mais après la Shrina elle est restée là-bas pendant toute l'année. C'est marqué, ils n'avaient pas le droit de monter sur le Har Sinaï pendant toute l'année qui a suivi. Et ils ont étudié la Torah et il y avait là-bas, c'était ma vache, le Mama Har Sinaï en fait il a été mis machère sur un an. Bien qu'il n'y a pas eu, comme le 6 ou le 7 Sivan Marloket, une révélation d'Hachem où les cieux se sont ouverts, il n'y a pas eu pareil, mais il y avait toujours la Shrina avec le Dibour avec Moshe, et Moshe qui enseignait à tout le peuple, Aaron qui enseignait à tout le peuple, Nadav Avihu, Elazar Itamar qui enseignait à tout le peuple, etc. Donc il y avait mamash. Ils sont restés un an avec la Shrina au Har Sinaï. Jusqu'à que le Mishkan ait été construit, et la Shrina est partie au Mishkan, dit la Gemara en Maseret Betsa, donc le Har Sinaï est resté Shkadosh jusqu'à l'année d'après, quand ils ont construit le Mishkan. Et il y avait la Shrina, c'était interdit de monter. Ouais. Oui. Question. Oui. Si on adopte le concept que vous venez de détailler pour dire genre directement que la Torah elle a fait en sorte de mettre une paracha pour couper en fait la faute. Oui. On sait quand même que Bamidbar c'est un enchaînement de fautes directement. Elle l'a fait que après la faute. Voilà, comme on expliquait. De descendre de la Torah. Comme on a expliqué, c'est ce qu'on a expliqué l'année dernière. On a expliqué
que les fautes entre elles, elles n'ont pas vraiment un lien, la faute de Myriam avec la faute de Moshe Rabbeinu, alors la faute de la Ehara sur Moshe Rabbeinu, et avec la faute du peuple qui s'est plaint du chemin ou de la nourriture, il n'y a pas forcément un lien. Mais la racine de toutes les fautes, c'était le départ du Arsenal. Donc il fallait faire une interruption avec la racine. Il a quand même senti Korach qu'il y avait une petite agitation suite à Shlach Lecha, Oui, de Meraglim, il d'accord, s'est dit que d'accord. c'était le moment. D'accord, mais on voulait être Memaet, on voulait diminuer la force de la rupture avec la Torah. Lorsqu'il y a une rupture avec la Torah, ça fait une grande chute. La Torah a voulu diminuer cette rupture. On a quand même centralisé toutes les fautes dans Bamidbar au final. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui disent que c'est ça la couche, Rachid n'a pas expliqué comme Tosfot, il y en a qui disent que c'était à cause de votre problème. Alcool Panim, bon, revenons au sujet dont je voulais parler. Donc parmi toutes les fautes, moi j'ai cherché une dont on avait parlé précisément. Et j'ai trouvé cette faute-là de la Shonara, Myriam qui a dit du la Shonara sur Moshe Rabbeinu. Surtout qu'il y a un lien très intéressant avec Shavuot. Quel est le rapport? À part que on la raconte toujours le lendemain de Shavuot, cette faute-là dans la Torah. Mais quel rapport entre eux? Eh bien, la faute de la Shonara de Myriam concernant Moshe Rabbeinu et le lendemain de Matan Torah. Et Matan Torah. Quel est le rapport entre les deux? Il y a une Gemara dans Shabbat Pesaïm qui dit qu'il y a un lien. Il y a un lien entre les trois, entre les deux. J'ai dit entre les trois, c'était un lapsus, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a trois choses que Moshe Rabbeinu il a fait de lui-même. Et sur les trois, eh bien, le peuple a eu des Hirurim. Première chose que Moshe Rabbeinu a fait de lui-même sans qu'Hachem ne lui demande. Chaque chose que Moshe Rabbeinu il faisait, c'était un ordre d'Hachem, mamash, au détail près. Il y a trois choses où Hachem n'a pas dit, Moshe a fait. Et sur ça, il y a eu donc des arrière-pensées, ou du clan d'Israël, ou de Myriam et Aaron. Et surtout que dans le Shulchan Aruch, le Bet Shmuel, dans Even Ezer, il dit qu'en réalité, les trois choses que Moshe Rabbeinu l'a fait, en réalité, c'était le même yesod, c'était le même principe. Mais dans trois cas différents. On va voir plus précisément. Quelles sont les trois choses que Moshe Rabbeinu a fait de lui-même que Moshe n'a pas ordonné? Premièrement, il s'est séparé de sa femme. Alors ça c'est pas premièrement. Premièrement, c'est qu'il a rajouté un jour de préparation à la Torah, dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'Hachem avait dit le 50e jour ce sera Shavuot, Moshe a dit non, le 51e. Et la Gemara a dit, Hachem a été d'accord, comment tu vois que le 50e jour la Shrina n'est pas venue. La Shrina n'est venue que le 51e. Mais Bémet, Hachem il avait dit que le Shavuot ce serait le 50e jour. Ça aurait dû être le 6 Sivan, Shavuot, comme nous on le fête le 6 Sivan. Et ça a été fêté le 7 Sivan. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il a rajouté un jour. Alors comment il peut y avoir marloquette sur le 6 ou le 7 s'il a rajouté un jour et que c'est Mouvag et que tout le monde le sait que c'est. Non, c'est une marloquette Tanaïm, est-ce qu'il a rajouté un jour ou pas? Ah, c'est une marloquette Tanaïm. Mais la halakha, elle est comme ce Tana là, parce qu'en fait, la marloquette, est-ce que Moshe Rabbeinu a rajouté un jour ou pas? C'est la même marloquette de combien il faut de jours pour se purifier de Toumat Shirvat Zera. Il y a une autre marloquette parallèle, combien de jours il faut pour se purifier? Là il pense 2, l'autre il pense 3. Exactement. Et 2 entiers ou pas entiers, un il pense 3 entiers, et ça fait la 9e, c'est est-ce que Moshe Rabbeinu a rajouté un jour ou pas? Et la halakha, c'est qu'il faut 3. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait 5 jours, on compte 5 jours avant de compter les Shivanekim, c'est à cause de ça. C'est à cause des jours où la femme elle est encore impure. Alors à Kolpanim, donc Moshe Rabbeinu a rajouté un jour, ça c'est la première chose que dit Rabbi Yossi, justement comme vous dites. Deuxième chose, une fois que la Torah a été donnée et que Hachem a dit bon alors vous avez reçu la Torah, Shuvu lachem la'olechem, retournez dans vos maisons, ça veut dire chez vos épouses, parce qu'ils étaient séparés de leurs femmes. 3 jours avant Matan Torah, ils se sont séparés de leurs femmes pour pouvoir recevoir la Torah en état de pureté. Parce que quand on est pas séparé de sa femme, on a même si c'est pas interdit, on est tamé, il y a Toumat Keri. Hachem a dit non, séparez-vous de vos femmes pour pouvoir recevoir la Torah en état de pureté. Alors le lendemain, Hachem a dit c'est bon, maintenant vous avez reçu la Torah, vous pouvez retourner, Shuvu lachem la'olechem, vous êtes de nouveau moutard avec vos épouses. Et Moshe Rabbeinu, lui, il est resté séparé. C'est la deuxième chose que Moshe Rabbeinu a fait, Piresh Meishto. Il s'est séparé de sa femme. Troisième chose que Moshe Rabbeinu a fait de lui-même, c'est ensuite, alors quand il est remonté étudier avec Hachem pour descendre les Louchot juste après Matan Torah, lorsqu'il a descendu les Louchot le 17 Tammuz, il a vu le Egel HaZahav, le veau d'or, et il a décidé de lui-même de casser les Louchot. Voilà 3 choses que Moshe Rabbeinu a fait sans qu'Hachem ne lui demande, et Hachem a dit Asher shavarta et Louchot, Asher, c'est quoi Asher? Asher Koar, comme ça dit la Gemara. Asher Koar, Asher shavarta. Ça veut dire, il a donné son Ishur, on pourrait dire aussi en hébreu. Asher, ça veut dire qui? Moshe qui avait brisé. Mais la Torah, en disant Asher, elle veut dire que Hachem a été Me'Asher. Il a donné son Ishur. La Gemara a dit, il a dit Sharkoya. T'as bien fait.
Comme ça, elle dit la Gemara. Et sur les 3 choses, on voit que Hachem a été d'accord. Mais Myriam et Aaron, eux, ils n'ont pas vu les choses exactement pareil. À la fin de la paracha, Perek Yudbet, Pasuk Aleph, c'est marqué Vatedavar Myriam et Aaron et Moshe. Ils ont parlé sur Moshe Rabbeinu au sujet de sa femme, Asher Lakar. Et Rashi, la Gemara, explique que leur discussion c'était pourquoi il s'est séparé d'elle. Pourquoi il s'est séparé. Vayomru Arak Arbe Moshe Diber Hashem. Allo Gambanu Diber. Mais c'est que à Moshe que Hashem il parle. Nous aussi il nous parle. Nous aussi il nous a parlé. Et on entend Hashem. Comme un prophète, la prophétie, on entendait la prophétie, c'est pas Roi HaKodesh comme aujourd'hui, quelqu'un qui a comme ça un esprit prophétique. Hashem il parle au Navi. C'était que jusqu'à l'époque du Beth Amikdash Hasheni qu'on avait encore des Nevi'im. Jusqu'à l'époque d'Anshek Neset Agedola. Mais à l'époque il y avait plein de Nevi'im, donc voilà, Myriam et Aaron sont des Nevi'im. La Gemara dans Megillah elle dit qu'à l'époque des Nevi'im, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des dizaines de milliers de Nevi'im. Tous ceux qui allaient à Yeshiva, ils devenaient Navi. C'est aujourd'hui, les Talmidei Chachamim, ce sont les Nevi'im de l'époque. Et des Navi. Mais juste que Hachem ne leur a pas demandé de révéler leur prophétie au public, donc il n'y a pas eu de livre écrit, si ce n'est que sur 48 Nevi'im, qui eux, Hachem leur a demandé que leur prophétie elle soit publiée en tant que Torah. Mais les autres Nevi'im, il y en avait plein qu'Hachem leur parlait. Du coup, la névoie, elle était que ponctuelle. La névoie, elle a duré jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Je veux dire, les Nevi'im qui ne sont pas référencés dans les 48. Ah, il y en a plein, des dizaines de milliers, la Gemara dans Megillah. J'imagine, mais ils ont forcément des névoites. Ils ont des névoites qui n'ont pas été ensuite transmises. Voilà. Donc c'est pas des névoites en fait. Par exemple, voilà. Par exemple, ou même si c'était, mais ça n'a pas, comme Hachem n'a pas voulu que ce soit publié en tant que Torah. C'est pas toute névoie qui a été publiée en tant que Torah. Même la Megillat Esther, qui a été écrite Benevoa Beruach HaKodesh, il y avait un victoire, est-ce qu'il devait rentrer dans la Torah ou pas. Esther, elle a envoyé au sage un message de le faire rentrer dans la Torah, il y avait une discussion. Sauf c'est rentré dans le canon biblique, mais c'était une she'ela. Donc toute prophétie n'est pas forcément digne ou apte ou c'est pas forcément comme vocation. Peut-être des fois elle est apte et digne, mais elle n'était pas comme vocation d'être publiée en tant que Torah. Mais il y avait des dizaines de milliers. Donc dit Aaron à Myriam, je comprends pas, dit Myriam à Aaron, pardon pour être précis, je comprends pas pourquoi Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme. Aïch Moshe Anav Meod. Ouh, Moshe était très Anav. Ne crois pas qu'il était Makpid sur ce qu'on le dit. Il était très Anav. Asher Alpen Adama plus que n'importe quel homme. Mais, Vayomer Hachem Pitom. Hachem est venu soudainement. El Moshe Vel Aaron Vel Myriam. Sortez vous trois. Le Lachonara, ça concerne 3. Ceux qui parlent, ceux qui écoutent et celui sur qui on parle. Les mots du Midrash, c'est ça en tue 3. Le Lachonara, ça tue 3 personnes. Ceux qui parlent, ceux qui écoutent et celui dont on parle. Je dirais qu'il a une part de responsabilité. Sortez-vous 3, Moshe Rabbeinu, il sort tout de suite. Sortez-vous 3. La Hamoudanan qui descend. Myriam qui se retrouve ensuite complètement Metzorahat après cela. Aaron dit Rabbi Akiva aussi. Il est devenu Metzora un instant. Et Hachem dit, je comprends pas. Vous n'avez pas peur de parler sur Moshe, sur mon serviteur? Vous n'avez pas peur sur Moshe? Vous savez pas qu'il n'y a pas comme Moshe dans toute ma maison? Bechol Betin Neman'ou. PLP d'Aberbo. Je lui parle bouche à bouche. Face à face, on m'a relobé Ridot. Il voit clairement, c'est pas des devinettes, Ridot, parce que les Nevi'im, parfois on leur montrait comme dans les rêves. Le rêve, c'est un 60e la prophétie. Quand quelqu'un il rêve par exemple d'une casserole ou d'un fleuve, ça veut dire c'est siman de Shlom Bayit. Par exemple, dit la Gemara, un exemple. Ouais, c'est bon. Quand il rêve d'huile d'olive, c'est siman de Chokhma, et plein de choses, des rêves encore plus bizarres que la Gemara dans Brachot, elle explique aussi, des rêves qui finalement ils sont positifs. Et inversement, des fois des rêves positifs qui peuvent vouloir dire quelque chose de négatif. Un serpent, c'est Siman de Parnassa, il t'a mordu, la Parnassa elle double. Tu l'as tué, la Parnassa elle redevient normale. T'as perdu. Les rêves, c'est des ridotes, c'est des devinettes. Les prophètes, ils avaient aussi des prophéties avec des fois des choses qui n'étaient pas claires. Des devinettes, des choses obscures. Voilà, qui laissent place à l'interprétation. Moshe Rabbeinu, il n'y a rien. C'est pas comme ça. C'est clairement, bouche face à face. Il voit clairement, tout le monde Hachem Yabit, il a l'image d'Hachem en face de lui. Et comment vous pouvez vous comparer à Moshe Rabbeinu? Et ensuite, la Tsara'at de Myriam et la Torah qui dit, dans Parashat Kitetse, souviens-toi bien de ce qu'Hachem a fait à Myriam. Donc ça c'est une des fautes de la paracha sur laquelle Bémet il y a lieu de s'arrêter parce que Bémet c'est une mitzvah tassée. Vous savez qu'il y a une mitzvah tassée dans les 613 mitzvot, d'après le Ramban. Il y a une mitzvah des 613 mitzvot, c'est se souvenir
de ce qu'Hachem a fait à Myriam. De ce que Myriam a parlé sur Moshe et de ce qu'Hachem lui a fait. C'est une mitzvah bifnei atzma. Le Ramban, le Megillat Sefer, il y a des Rishonim et Acharonim qui disent, s'il y a écrit Zachor, parce qu'il y a écrit Zachor dans la Torah sur Myriam. Zachor et Asher asa Hachem Elokecha le Myriam baderech. Dans Parashat Kitetse, il y a écrit Zachor. Donc dit le Ramban, si dans Shabbat c'est marqué Zachor et Shabbat, on apprend la mitzvah de Kiddush. Si dans Amalek c'est marqué Zachor, Asher asa Amalek, on apprend la mitzvah de lire la paracha de Zachor avant Purim, c'est une mitzvah de Oraïta. Et qui est écrit ici Zachor sur Myriam, c'est que c'est une mitzvah de Oraïta, comme ça dit le Ramban. Et beaucoup d'Acharonim et de Poskim qui pensent comme lui. Et bien dans les Sidurim, souvent à la fin des Sidur, c'est marqué, c'est bien de mentionner Zachor. Il faut savoir, quelque chose d'intéressant, dit le Rav Etzraim, que tout le but de se rappeler de Myriam, c'est pas seulement raconter qu'est-ce que Myriam elle a fait, qu'est-ce qu'Hachem lui a fait, c'est se souvenir de la notion dans la Torah de la Shonara, la médisance. Et si quelqu'un il a étudié Ilchot la Shonara, dit le Rav Etzraim, et dit qu'il a entendu ça Beshem Kadmonim Mivilna, comme ça dit Rav Etzraim dans Chovat Hashmira, Perek Gimel, que si quelqu'un étudie Ilchot la Shonara, même s'il n'a pas mentionné une seule fois Myriam, il a fait la mitzvah de Zachor et d'Hachem de Myriam. Parce que d'après le Rav Etzraim, toute cette mitzvah-là, c'est discuter de la Shonara. Pas discuter du mal des gens, discuter de la notion de la Shonara. Quand quelqu'un il discute, il étudie, il parle de cette Avera de la Shonara, eh bien il a fait la mitzvah de se souvenir de Myriam et de ce qu'Hachem lui a fait, comme ça dit le Rav Etzraim. Donc on a une mitzvah bifnei atzma. Il faut comprendre, qu'est-ce qui s'est passé avec Myriam? Voilà ce qu'écrit le Ramban. Regarde Myriam. La Torah nous a dit de se rappeler pourquoi. Parce qu'elle était tzadékette, premièrement, dit le Ramban. Et ça n'a pas empêché qu'elle soit punie. Parce qu'elle a parlé sur son frère qu'elle aimait. Sur son frère qu'elle a fait grandir. Sur son frère pour qui elle s'est mise en danger. Sikna Atzma. Elle s'est mise en danger pour lui sauver la vie. Puisque lorsqu'il a été mis dans le fleuve, elle l'a suivi. Et pour voir qu'est-ce qui allait se passer, qui allait le trouver. Et c'était dangereux parce que les Égyptiens, s'ils avaient compris la manigance, ils auraient pu en finir avec elle. Donc elle s'est mise en danger. Et ensuite, elle a fait en sorte qu'il puisse recevoir du lait de sa mère, en discutant avec Bithia. Elle a parlé, pas en public, que à Aaron. Elle a fait ça, les toilettes. Elle a parlé pour le bien. On sait que dans la Shonara, il y a un éther, il y a une permission qui s'appelle parler les toilettes. Lorsqu'on parle dans un but positif, constructif, c'est pas du lachonara. Lorsque tu veux casser du sucre, raconter du mal des gens, viens on va parler un peu de celui-ci ou de celui-là, c'est du lachonara. Mais lorsque tu veux parler des choses constructives et positives, c'est pas du lachonara. Les toilettes, ça s'appelle du Rav Etzraim. Elle a parlé des toilettes comme c'est interdit. Celle qui a l'initiative, limite de la naissance de Moshe. Parce qu'elle a dit à son En père plus, qu'elle il a fait, c'est grâce à elle que Moshe est né, puisqu'elle a dit à son père remets-toi avec maman. Et quand même, tout ça n'a pas suffi, elle a été punie gravement. Alors Bémet, la première shéla qu'on peut demander lorsqu'on arrive à la paracha de Myriam, c'est quelle est la faute de Myriam? C'est la shéla du Rav Etzraim dans Perek Gimel dans Ilchot la Shonara. Quelle est la faute de Myriam? Si Myriam elle a parlé que dans un but constructif, et sur son frère qu'elle aimait, et pas en public, Betsina, parce qu'elle voulait que Moshe, tout simplement, il se remette avec Tzipora. Eh bien, pourquoi ça a été très mal considéré? C'est une vraie avéra de la Shonara, et elle a eu la Tzara Atmiyad, et Hachem il l'a puni. Et nous on doit s'en souvenir, rendez compte. Souviens-toi, comment on se souvient de la Shonara? Par Myriam. On pourrait se demander que Hachem aurait pu nous montrer un exemple de la Shonara un peu plus grossier, un peu plus évident. Pas des dikdoukim, pas des... Non, souviens-toi de Myriam, si tu te souviens de Myriam, c'est bon. Grâce à ça, tu te souviens du la Shonara. Pourtant, c'est très fin comme faute, on n'arrive même pas à voir c'est quoi la faute. Et grâce à ça, on est censé se souvenir de la faute de la Shonara. Donc comprendre quelle est la faute de Myriam, comprendre comment grâce à ça, nous on va se souvenir bien de la mitzvah de ne pas dire de la Shonara, et surtout, puisqu'elle a parlé dans le but constructif, les toilettes, pourrait pas le éther du Rav Etzraim, le éther de les toilettes, qui est ramené plusieurs fois dans la série du Rav Etzraim, lorsque c'est quelque chose il est les toilettes, on a le droit de dire de la Shonara. Par exemple, tu vas acheter un produit chez un commerçant, et je sais que c'est un arnaqueur, j'ai le droit de dire, tu sais, fais attention, je crains que ce soit un arnaqueur, fais attention à ce que tu achètes. Et si je sais quelle arnaque il fait, je vais lui dire, tu sais, je pense que les produits qu'il vend, ils sont déjà cassés, ou ils tiennent pas longtemps, etc. Ou ils vendent trop cher. On a le droit de prévenir. On a le droit, bien sûr. Lorsque c'est les toilettes, on a le droit. C'est pas juste pour... Donc, pourquoi elle a été punie, Myriam? Quelle est la faute? Ça, c'est la grande question. La deuxième question très intéressante, c'est que la Torah nous dit, la Gemara, que Moshe Rabbeinu a fait 3 choses de son plein gré. Non, c'est pas très vrai. 3 choses. Il s'est séparé de sa femme, il a cassé les lochot,
et il a rajouté un jour, donc dans le bon ordre, il a rajouté un jour de préparation au matin de Torah, il s'est séparé de sa femme, il a cassé l'Uchot. Et le Bet Shmuel, donc au début du Shulchan Aruch, il dit qu'en réalité, les trois choses que Moshe Rabbeinu, c'est une seule initiative, c'est un seul fondement. Il y a un fondement commun aux trois choses que Moshe Rabbeinu a fait. On peut se demander c'est quoi ce fondement commun et pourquoi Myriam et Aaron, donc du coup, on remet en question. On remet en question. Surtout que la deuxième chose, moi je trouve que quand vous l'avez expliqué, la deuxième chose qu'il a, c'est la chose la moins, on va dire, où Moshe a pris le moins d'initiative. Se séparer de sa femme? Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'il a dit retournez avec vos femmes et Moshe reste avec moi. Donc implicitement il aurait pu comprendre, il y avait une petite allusion. Alors la Gemara Bémet, la Gemara elle dit, c'est une très bonne remarque, la Gemara elle dit qu'en réalité, tout ce que Moshe Rabbeinu a fait de lui-même, en fait il l'a déduit des paroles d'Hachem. Puisqu'il y a écrit retournez chez vos femmes et toi reste avec moi. Donc Moshe Rabbeinu il a déduit, mais ça s'appelle qu'il a fait de lui-même. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu ne faisait que ce qu'Hachem disait explicitement. Moshe Rabbeinu il ne faisait pas d'interprétation. L'interprétation c'est Torah chez Béalpé. Moshe Rabbeinu c'est Torah chez Birtav. Ce qu'Hachem a dit, je transmets. Ce qu'Hachem n'a pas dit, je transmets pas. Ce qu'Hachem a dit de faire, on fait. Hachem n'a pas dit, on le fait pas. Il fallait que la Torah elle soit transmise avec le plus de précision et de pureté possible. Le Emet, tu enlèves Aleph, un seul, c'est dangereux. Qu'est-ce que vous demandez? Mais ça aurait pu être juste temporaire. Parce que quand il dit, quand Hachem dit retourne avec vos femmes et toi reste avec moi, genre le temps que tu restes avec moi, tu restes séparé de ta femme, et quand tu t'en vas, alors on va voir Bidiouk. Quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme? C'est ça la question. Est-ce que c'est une raison temporaire ou c'est une raison qui devait durer? Pourquoi il s'est séparé de sa femme? Alors Bémet Lagma elle explique. La deuxième question c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas déclaré à tout le monde? Pourquoi il n'a pas dit étant donné que je suis kadosh, je me sépare de ma femme, voilà. Alors vous allez voir pourquoi. Voilà. Bon, il n'a pas divorcé déjà, il n'a pas divorcé. Et on va voir pourquoi. Peut-être ça aurait pu faire honte à Tzipora aussi. C'est possible aussi que ça aurait fait honte. Peut-être ça le fait mettre au-dessus, entre guillemets. Il était tellement anafe que le fait ou c'est un manque de genre moi ça me concerne pas, ça le met un peu. C'est une exception. Dans toute la Torah, c'est une exception. Ça a généré des questions sur les autres. Ouais, c'est vrai que l'effet inverse, ça fait l'effet inverse. Comme on a dit, que quand il y a du Lachon Hara, c'est quelque part il y a une part de responsabilité chez... Ah, c'est rapporté dans le Chafetz Chaim, pas sur ce cas-là précisément, mais c'est marqué dans le Chafetz Chaim dans des Kamam Komod. On va poser la question de savoir si Myriam et Aaron ne sont pas eux-mêmes posé la question s'ils devaient eux-mêmes se séparer. C'est ça. C'est ça, c'est la question. Donc c'est pas forcément du Lachon Hara. Eux ils ont dit, nous on est mariés et on parle avec Hachem et quand même on est mariés et c'est pas dérangeant. C'est ça le problème. Ils ont dit que tu vois nous on est mariés et c'est pas dérangeant. Arak Arbe Moshe Diber Hachem, alors Gambano Diber. Est-ce que c'est que Moshe qui parle avec Hachem? Nous aussi il nous a parlé. Et donc Bémet la Gemara elle explique que Moshe a déduit des allusions pour savoir chaque chose. Pour le jour en plus, il a été Dorash Ayom ou Machar. Il a fait une dracha. De même que Ayom c'était un jour entier, de même Machar ça devrait être un jour entier. Donc il a rajouté un jour parce qu'il manquait une nuit. Il a été Doresh, toi reste avec moi, il a déduit, donc c'est-à-dire je retourne pas chez ma femme. Et il a été Doresh, un Kalvachomer, que si le Korban Pessar est interdit au Moumarim, pour casser les louchot, quelqu'un qui, au moment de la Shrita du Korban Pessar, il était Moumar, c'est-à-dire renégat. Il voulait pas faire la mitzvot. Il voulait pas faire. Et on a fait la Shrita du Pessar. Et après, il veut, maintenant Pitom, il veut faire. Ah, il y a un digne que Moumar n'a pas le droit de manger Korban Pessar. Il faut qu'au moment de la Shrita, ils prennent sur le. Pour être yoté, c'est le moment de la Shrita qui compte. Shrita et la Zrika du Korban Pessah. Donc au moment de la Shrita, pour être yoté, il faut qu'il soit un juif qui accepte la Torah et qui accepte le mitzvot. Si au moment de la Shrita il n'acceptait pas, même si après il veut, c'est trop tard. Donc c'est lui sourd de mort. Il a dit si déjà Korban Pessah il a sourd Moumar, alors toute la Torah Kula qui va être transmise à des gens qui n'ont pas accepté le joug, à plus forte raison que c'est un problème. Donc il a fait un Kalvachomer de Korban Pessah. Comme ça, elle explique la Gemara. Mais encore une fois, ça s'appelle qu'il a fait de lui-même parce que Hachem n'a pas dit. On va dire que c'est un peu les trois choses que Moshe Rabbeinu a fait, c'est un peu les trois choses de Torah chez Béalpé que Moshe Rabbeinu a été Mechadesh, que tout le reste, lui, sa transmission, c'était Torah chez Birtav. Bien que Hachem a dit toute la Torah chez Béalpé aussi à Moshe Rabbeinu, comme le dit la Gemara dans Brachot Daf et dans Eruvin Daf Nun Dalet, il a transmis toutes les Mishnayot et chaque Perek et Perek de chaque Maseret. Mais c'était avec toute la précision de Moshe Rabbeinu, sans rajouter rien de lui-même. Tout était transmis d'Hachem à Moshe et au peuple directement, sans qu'il y ait de marloquot. Les premières marloquot, c'est bien après. C'est à l'époque du deuxième Beth Amikdash, les premières marloquot. Il y a eu des jeunes, parce que les premières marloquot, ils ont fait des taniotes.
pendant très longtemps dans le clan Israël, il n'y avait pas de marloquette. À l'Afrique, je parle. Les premières marloquettes, c'est à l'époque de Shmaya Ve'Aftalion, ou par là. Il y a eu, et quand ils ont eu la première marloquette, est-ce qu'on fait Smicha Beyom Tov? Je crois que c'est la première marloquette qu'il y a eu dans le clan Israël. Est-ce qu'on peut faire Smicha Beyom Tov ou ça s'appelle Mishtamesh Bevalechaim? Est-ce qu'on a le droit de s'appuyer sur le korban pendant Yom Tov quand on fait le korban? Ils ont fait des tagnot, des premières marloquettes, c'est terrible, etc. Donc, Al Kol Panim, il y avait la Torah Shiverta et mais tout était clair et tout était précis. Sauf ces trois choses que Moshe Rabbeinu a rajoutées de lui-même. Alors, quelle est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a rajouté, s'est séparé de sa femme? Donc, il a demandé est-ce que c'est une raison ponctuelle? Ça devait durer. Quelle raison il s'est séparé de sa femme? La raison est la suivante. Tout commence avec le Matan Torah. Hachem a dit à Matan Torah, eh bien, séparez-vous de vos femmes. Donc, c'était un ordre pour tous les juifs. Parce que dans 3 jours, alors, vous allez recevoir la Torah. Et il faut être pur. Alors pour les hommes, pour être pur, il n'y a pas besoin de 3 jours. Il y a besoin d'un seul jour pour être pur. Il y a besoin d'un seul jour parce que quand l'homme se trempe au mikvé le matin, alors dès que la nuit tombe, non, c'est pas encore bon. Il est dvoulium. Il s'appelle quelqu'un qui s'est trempé. Il a le droit de manger maaser sheni quand il s'est trempé au mikvé. Il ne peut pas encore manger trouma et korban. Il n'a pas le droit. Il est dvoulium, ça s'appelle. Quand on se trempe au mikvé, on a oui une pureté immédiate, mais qui n'est pas complète. La pureté complète, elle vient le soir lorsque la nuit tombe. Erev shemesh, ça s'appelle. Comme c'est marqué, c'est Psukim explicite. La Torah elle dit tu vas au mikvé et quand la nuit tombera, tu seras pur entièrement. En attendant, la pureté, elle est déjà présente mais incomplète. Alors Hachem a dit il faut que les Bnei Israël soient purs pour recevoir la Torah. Donc les hommes c'était rapide, mais pour les femmes ça pouvait prendre plus de temps parce que les femmes il y a un problème que l'impureté elle reste plus longtemps en elles à cause de Plétatir Vadzera. Donc ça pouvait durer marloquette 2 jours ou 3 jours. Donc Moshe Rabbeinu l'a dit on allonge le temps de préparation à Matan Torah pour que les femmes elles puissent aller au mikvé, qu'il y ait entre-temps la nuit qui passe et qu'elles soient entièrement pures aussi pour recevoir la Torah. Voilà ce que le Reshbon de Moshe Rabbeinu, il voulait que les femmes soient pures pour Matan Torah, tout simplement. Et les femmes qui ne pouvaient pas aller au mikvé, c'est quoi? Et ben les femmes, non, on pouvait toujours aller au mikvé. Si, pourquoi? Ah, est-ce qu'elle était Nida? La Toumat Nida n'avait pas encore été donnée. Pour l'instant, il y avait la seule Touma, parce que c'était avant Matan Torah. La seule Touma que craignait Moshe et le peuple, c'était Kéri. C'est la Touma qu'ils connaissaient de Zvara. C'était la logique, c'est une Touma, comme c'est une Touma qui vient dans la légèreté, entre guillemets, alors dans la promiscuité, alors c'est une Touma qu'il ne faut pas qu'elle soit présente pour Matan Torah. Mais les autres Toumot qui n'ont pas encore été ordonnés par Hachem, ils n'ont pas craint. Bien qu'ils connaissaient, certainement, depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient une massorette, des traditions. Ils avaient une tradition de Nida et de Mikvot, comme c'est marqué dans le Midrash, qu'ils avaient des Mikvot en Égypte. Et que la parole est fermée. Mais c'était que des traditions. C'était la culture. Et donc Moshe Rabbeinu a dit, mais attends, mais si les Bnei Israël doivent être purs pour Matan Torah, alors moi aussi je dois être pur pour Matan Torah. Et moi, Matan Torah, ça continue. Parce que Hachem, il continue à me parler. Donc, eux, ils doivent être purs pour écouter Hachem et recevoir la Torah. Donc moi aussi, au lendemain de Matan Torah, je déduis de là que si Hachem vient me parler, je ne peux pas être en état d'impureté. Donc je suis obligé de me séparer de ma femme. Ça c'est le Cheshbon de Moshe Rabbeinu. Alors Aaron et Miriam, ils n'ont pas pensé à ça. Pas shoot. Eux-mêmes, ils savaient qu'ils ont dû se purifier pour Matan Torah. Ils ne savent pas que ça continue pour Moshe. Surtout Aaron. Aaron, il aurait dû savoir. Et puis même Miriam, c'est à cause des femmes qu'on a rajouté un jour en plus. Quand chacun qui aurait dû savoir. Et la réponse, elle est, dit... c'est qui explique comme ça. Le Panim Yafot, le Meshach Chochma, il parle déjà de ça. Il y a quand même beaucoup de Mefarshim qui parlent de ça, qui expliquent que la Nekuda, elle était que Aaron et Miriam, ils pensaient que c'est suffisant pour une prophétie de se tremper au mikvé et il n'y a pas besoin d'attendre le coucher du soleil. Pour Matan Torah, c'était spécial. Pour Matan Torah, Hachem a dit tout le monde doit se tremper au mikvé et Moshe Rabbeinu dit il faut attendre le coucher du soleil. C'est-à-dire il faut non seulement le mikvé, que la nuit elle tombe et donc ça prend du temps. Mais si quelqu'un, pour les autres prophéties, parce qu'il y avait toujours eu de la prophétie dans le cas d'Israël, Moshe il avait déjà la prophétie, Aaron avait déjà la prophétie, depuis longtemps, eh bien ça suffit d'aller au mikvé et c'est bon. Donc si quelqu'un il est marié, il suffit que. Alors Hachem ne parle pas pendant la nuit, Klal Gadol. Hachem ne se révèle pas un prophète pendant la nuit pour lui parler face à face. Donc si quelqu'un il est marié, a dit Aaron à Myriam et Myriam à Aaron, il suffit que le matin avant le Netzachama ou avant l'aube, il aille au mikvé et c'est bon. Il sera partiellement pur, ce qu'on appelle Dvulium, et il pourra avoir une prophétie. Ah, pour Matan Torah, il fallait attendre la nuit. Matan Torah, c'est spécial, le don de la Torah.
c'est spécial. Mais pour une prophétie, ça suffit de Voulium. Comme ça, on a toujours fait, a dit Aaron à Myriam et Myriam à Aaron. Et donc, il n'y a pas raison que Moshe Rabbeinu, maintenant, ils sont marmire et ils veulent se séparer de sa femme. C'est vrai que si Moshe voulait être plus pur que de Voulium, alors il était obligé de se séparer de sa femme. Parce qu'il faut attendre à chaque fois la tombée de la nuit d'après, donc là c'est compliqué. Mais si juste il voulait être en état de pureté pour parler avec Hachem, comme toutes les prophéties, alors a dit Myriam à Aaron, ça suffit qu'il a eu mikvé le matin, avant le net, comme nous, on va tous les matins au mikvé, hein, avant le net, et on peut parler à Hachem. Ça c'était la Ta'ana de Moshe et Aaron. Et finalement... Myriam Aaron. De Myriam Aaron. Mais Bravo. là, la Oui. différence entre Moshe et Myriam et Aaron, ils se sont pas dit quand même que Moshe il est remonté 3 fois après derrière. S'il donne une mala tellement énorme à Matan Torah. Oui, alors non, quand il remonte, il n'y a pas de problème. Quand tu remontes, bah, sépare-toi de ta femme un jour ou deux avant de remonter. Il s'est séparé 7 jours avant de remonter. La Torah dit qu'il a resté 7 jours, on apprend de là les 7 jours de préparation de Kohen Gadol. 7 jours avant de remonter, donc ça n'avait pas de problème avant de remonter. Mais te séparer comme il l'a dit, de façon déterminée, de façon indéterminée d'ailleurs, de fixe, d'accord, juste quand il y a une occasion, tu montes 40 jours, alors sépare-toi de ta femme. Mais là, il s'est séparé complètement. Comme ça, elle a dit Tzipora, ça fait déjà 1 an qu'ils s'étaient séparés. Du coup, ils n'ont pas eu peur finalement de dire Hachem a pu nous parler. C'est-à-dire par l'intermédiaire de Moshe. Non, ils ont dit que pour parler à Hachem, ça suffit de se tromper au mikvé. Il n'y a pas besoin de se séparer de sa femme. C'est suffisant. D'être dvoulium. Donc il y a plusieurs niveaux de pureté ou d'impureté. Celui qui est kéri, alors ben, il est impur quand il a vu une impureté, il est impur. Et à ce moment-là, d'après Myriam et Aaron, il n'a pas le droit d'avoir une névoie. À l'époque de Ezra, il n'avait même pas le droit d'étudier la Torah, il n'a pas le droit de dire des brachot. Vous savez qu'à l'époque de Ezra, celui qui était impur, il n'avait pas le droit de faire Arvit, Shaharit, rien du tout. Jusqu'à qu'il a eu mikvé. Mais comme le peuple il avait du mal, bah, sauf on a remis Ezra Réchout, facultative. On l'a pas enlevé complètement, on a remis Réchout. Mais il devait se tremper à chaque fois qu'il était impur pour pouvoir parler à Hachem. À chaque fois qu'il était impur. Oh, bah ça c'est la Ta'ana de Moshe. Je peux pas rester avec ma femme. Hachem me parle à n'importe quel moment. Mais Aaron et Myriam ils ont dit c'est pas vrai. T'es pas obligé de te séparer de ta femme. Parce que même si Hachem te parle à n'importe quel moment, c'est quand? C'est le jour qu'Hachem te parle, pas la nuit. Hachem parle pas la nuit. Et donc t'as qu'à aller au mikvé avant le lever du jour. Et donc tu peux rester marié. Rentrer le soir. Voilà, tu peux rester marié. Il n'y a pas un chiouf d'être pur pendant la nuit. Ça, c'est la couchée de Myriam et de Aaron. Quelle est la réponse aux 3 choses que Moshe Rabbeinu a fait? Explique le Bet Shmuel. Donc ça, c'est le Bet Shmuel qui explique tout ça. Le Bet Shmuel, au début du Shulchan Arour, dans l'introduction de Even Hazer, là-bas, il dit que tout ce que Moshe Rabbeinu a fait, c'était par rapport à l'importance de la Torah. Moshe Rabbeinu, il a considéré la Torah comme Trouma et Kochim. Il a dit la Trouma, c'est Chashuv comme quand tu manges un korban, comme quand tu manges Trouma et Kochim. Lorsqu'un homme il mange un korban, il n'a pas le droit d'être dvoulium, ça suffit pas de l'omikvé. Il faut aller au mikvé et attendre la nuit. Hein, c'est la première Mishnah de Maseret Brachot. Qui n'a pas fait la première Mishnah de Maseret Brachot? Mais Matai Korim et Shema Be'arvit, Misha Shea Kohanim Nichnasim Lechol Bitrumatan. À partir de quand on lit le Kriyat Shema le soir, lorsque les Kohanim ils rentrent manger la Trouma. Pourquoi ils mangeaient pas la Trouma dans la journée, les Kohanim? Non, ils mangeaient pas la Trouma dans la journée. Parce que comme, même si c'était allé au mikvé dans la journée, ils étaient encore dvoulium, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est trempé le jour même, t'as pas le droit de manger la Trouma. Trouma c'est Kadosh. Le korban c'est Kadosh, t'as pas le droit. Donc les Kohanim étaient obligés d'attendre la nuit pour manger Trouma et Kochim. Donc toutes les familles de Kohanim, ils étaient tous réunis chez eux. Il y avait Trouma, Kochim, les korbanot, etc. Ils attendaient le coucher du soleil la nuit, c'est Agoravim. Quand ils se mettaient à manger, le peuple savait, on peut faire Kriyat Shema de Arvit. C'était ça le signe. Mais Matai Korim Tashema Be'arvit, Misha Shakoim Nechazim Lechol Bitrumatan. Donc Moshe Rabbeinu il a pensé que la Gdusha de la Torah, la sainteté de la Torah, elle est aussi importante que la sainteté des korbanot et de la Trouma. C'est pas moins important la Torah que les korbanot. C'est pas moins kadosh. Et peut-être que Myriam et Aaron ont pensé différemment. Et donc quoi, Moshe Rabbeinu, les 3 takanot que réfléchissez maintenant, les 3 choses que Moshe Rabbeinu a fait de lui-même, finalement c'est la même chose. Premièrement, il a dit, on rajoute un jour en préparation à Matan Torah. Pourquoi? Pour que les femmes, elles aient le temps d'aller au mikvé et que la nuit, entre-temps, passe et qu'elles soient complètement pures. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est important comme un korban. La Torah, c'est kadosh comme un korban. Donc, il faut qu'il ne soit pas de voulium, mais tahor les gamrés. On attend la nuit. Donc, on rajoute un jour de plus pour pouvoir que le coucher du soleil purifie tout le monde. Ça, c'est la première takana. Deuxième takana, il s'est séparé de sa femme. Pourquoi? Même chose. Il dit, si je suis marié, maximum, je pourrais aller au mikvé le matin. Quand je vais au mikvé le matin, avant le lever du soleil,
Quand ensuite Hachem va me parler dans la journée, je serai Dvoulium. Donc je suis pas apte à manger korban, je suis pas apte à manger trouma. La Torah c'est comme un korban, c'est kadosh comme un korban. Dis Moshe Rabbeinu, je suis obligé de me séparer de ma femme. Donc la même takana que Moshe Rabbeinu a fait de rajouter un jour à Matan Torah, il l'a fait pour lui-même pour séparer sa femme. Et troisième chose, il a cassé le rot. Quel rapport? Il a dit ça ressemble au korban Pessar. Si le korban Pessar est interdit pour les gens qui sont renégats, eh bien la Torah elle-même ces louchot là, elles doivent pas être données aux gens qui renégats. Quelqu'un qui est renégat qui fait tchouva, eh bien il fera Pessar Sheni. Eux ils auront les deuxièmes louchot. Ces louchot-là, alors quel rapport avec la takana de Moshe? C'est très simple. C'est que Tosfot demande qu'il y a une Gemara dans Psachim qui dit que celui qui est moumar, qui est renégat, il ne peut pas manger korban Pessah, mais il peut manger la matzah. Matzah et maror, il mange le renégat. S'il fait tchouva, alors il peut manger, mais korban Pessah, il ne pourra pas. Tosfot demande pourquoi matzah et maror, il peut, et korban Pessah, il ne peut pas. Et Tosfot répond parce que le korban, il est kadosh. Un korban kadosh ne peut pas être mangé par un moumar, quelqu'un qui renie. Mais la matzah et maror qui ne sont pas kadosh en eux-mêmes, c'est une mitzvah, mais il n'y a pas une gdusha dans la matzah. Alors le renégat peut manger, le moumar peut manger. Moshe Rabbeinu a dit, alors il convient de comparer la Torah, non pas à la matzah, mais au korban Pessah. Donc si les juifs au moment des louchot, eh bien ils ont renié les louchot, ils ont fait le hegel. Alors si on compare les louchot à une matzah, on peut leur laisser les premières louchot. Mais si on compare au korban Pessah, on peut plus les laisser. Donc il a dit la Torah c'est kadosh comme un korban, on leur donne pas les louchot, on leur donnera les deuxièmes louchot, et le renégat il aura le Pessah Sheni. Donc tout ce que Moshe Rabbeinu a fait, à chaque fois, c'est donner de l'importance. C'est la même chose, dit le Bet Shmuel au début du Shulchan Aruch. C'est donner de l'importance à la Torah, que la Torah elle est kadosh comme un korban. Ça a pénalisé les Lévites, qu'ils n'ont pas fauté. Ça a pénalisé qui? Les Lévites, qu'ils n'ont pas fauté. C'est-à-dire quel Lévim? Quand il y a eu Le hegel. le Hegel, Ouais. ils n'ont pas fauté les Lévites. Ah, ça a pénalisé qu'eux, ils ont pas eu le rôle. Oui, mais Klal Israël, c'est une entité. Il y a une entité. C'est comme ça. Quand Israël a réalisé basé. On est une entité, et quand le peuple, l'Omagi à l'eau, de façon clalite, alors, comme c'est marqué dans les Rishonim déjà, que Avram, Yitzhak et Yaakov n'ont pas reçu la Torah. Pourquoi? Ils n'avaient pas le Klal Israël. La Torah ne peut être reçue que s'il y a le Klal Israël. Même si tu es grand comme Avram, Yitzhak et Yaakov, tu ne reçois pas la Torah. Tu es chachouv aux yeux d'Hachem, on peut créer un peuple à partir de toi, mais tu ne recevras pas la Torah. La Torah, c'est pour le peuple. S'il n'y a qu'une partie du peuple, c'est pas suffisant. Aussi grand soit-il. Donc, Al Panim, donc tout ça, c'était la démarche de Moshe Rabbeinu. Et Vadaï que Myriam et Aaron ont compris cette démarche, c'est certain. Vadaï que Myriam et Aaron, ils ont compris qu'il ne fallait pas être voulium pour Matan Torah. Ils ont compris. Moshe Rabbeinu a dit, je rajoute un jour. Mais pourquoi tu rajoutes un jour? On est tous voulium, quel est le problème? Ils ont compris. On ne doit pas recevoir la Torah en allant au mikvé, c'est pas suffisant. Il faut le mikvé plus le coucher du soleil. Comme la trouma, comme les... Ils ont compris ça. Pourquoi ils ont remis en question Moshe Rabbeinu? Parce qu'ils ont dit, la Torah, c'est plus rachouf que la névoie. Ça, c'était la ta'ana de Moshe et de Aaron et Myriam. Un avis, les Nevi'im, ils ont toujours parlé à Hachem, en allant au mikvé, ça suffisait. Ils allaient au mikvé, ils parlaient à Hachem. C'est marqué, Chacham adif minavi. La Gemara, elle demande, et elle prouve des psukim, qu'est-ce qui est plus grand? Un prophète ou un Chacham? Elle dit un Chacham, c'est plus grand. Parce que le prophète ne sait que ce qu'Hachem lui dit, alors que le Chacham, il sait même plus. Il sait même ce qu'Hachem ne lui dit pas. Donc un Chacham, il est plus grand qu'un avis. Et la Gdusha de la Torah, elle était plus grande que la Gdusha de la Névoie. Donc pour Matan Torah, Myriam et Aaron ont dit, Vadaï, pour Matan Torah, tout le monde est d'accord. On va au mikvé, on se sépare des femmes, on prend le temps qu'il faut pour être tahor. Ici, il faut un coucher de soleil de plus, on prend une journée de plus. Ça, Myriam et Aaron sont d'accord. Mais ensuite, Moshe Rabbeinu, tu veux te séparer de ta femme à cause de la Névoie? On n'a jamais vu que la Névoie, faut se séparer de sa femme. Ça, c'est la couchia de Myriam et Aaron. Qu'est-ce qu'Hachem a répondu? Regardez qu'est-ce qu'Hachem a répondu. Et je vais vous dire le pirouge de Repraim de Brisk sur ce qu'Hachem a répondu. Hachem a répondu, vous n'avez pas peur de parler de Moshe? Vous savez pas qui c'est? Il a dit, PLP à Daberbo. Je lui parle clairement, face à face. Oumaré Belo Bechidot. Des choses claires sans aucune devinette. Tout le monde a d'Hachem Yabit, il a la photo d'Hachem en face de lui. Tout le monde a d'Hachem, façon de parler. Et vous n'avez pas peur de parler de lui? Repraim, il explique qu'il y a une grande différence, comme ça c'est marqué dans le Rambam, que la névoie de Moshe était un niveau supérieur à la névoie des autres prophètes. Le Rambam y ramène. Les autres prophètes, il y a quatre différences entre la névoie de Moshe et la névoie des autres prophètes, dit le Rambam, dans Ilchot Yesod de la Torah. C'est un principe de Emouna, que Moshe Rabbeinu était un plus grand prophète que les autres prophètes. Comme on le dit dans Igdal, il n'y aura pas comme Moshe. L'aucun Israël qu'est Moshe Od. Et c'est quoi les quatre choses, les quatre différences entre Moshe et les autres prophètes? PLP à Daber. Il parle face à face, bouche à bouche. Tout le monde a Hachem Yabit, il voit Hachem. Les autres, ils ne voient pas Hachem. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ils voient Hachem. Oh, Lo Yachlishu Chushav. Il est non seulement réveillé, mais ça, il y avait d'autres prophètes qui étaient réveillés.
Lo Yachlishu Khushav, il n'est pas en état de transe. Les autres prophètes, lorsque Hachem se révélait, leurs membres et leurs sens étaient affaiblis. Ils avaient une perte un petit peu comme ça de conscience partielle et aussi de motricité pendant la névoie. Il y en a qui prophétisent par les rêves. Oui, ça c'est une daria encore plus petite. Encore plus petit, ouais. Encore plus petite. Même Bilam, il avait les rêves. Mais la daria plus grande, c'est en restant réveillé. Mais les autres prophètes, ils avaient une prophétie en restant réveillés. Comme on voit dans Shmuel Hanavi, Shaoul, ils ont eu des prophéties, c'est marqué dans Shmuel, au sujet de Shmuel et Shaoul. Mais, et David Amelech aussi. Mais les membres étaient un petit peu paralysés. Moshe Rabbeinu, non. Lo Yachlishu Khushav, dit le Rambam, aucune faiblesse quelconque lorsqu'il parle à Hachem. Il enlevait les deux chaussures alors que Yoshua il enlevait qu'une seule chaussure. Et dernière chose, dit le Rambam, pour la prophétie de Moshe, sur les 4 choses, il peut parler à Hachem lui lorsqu'il veut. Les autres prophètes, Hachem venait leur parler lorsque Hachem le souhaite. Moshe, il peut poser des questions à Hachem lorsqu'il veut. C'est une grande différence encore. Il dit Réprème de Brisque, quelque chose de très beau. Il dit ces différences-là qu'il y a entre Moshe et les autres prophètes, c'est exactement la différence qu'il y a entre l'étude de la Torah et la prophétie. Lorsqu'on fait une étude de Torah ensemble, prenez une Gemara, vous étudiez Rachid Tosfot, il y a des choses qui sont imagées, il y a des devinettes, il y a des paraboles, on veut comprendre la halakha, on a des questions dans tous les détails de la halakha. Et si c'est pas clair, c'est que tu n'as rien compris. Et tu continues à te fatiguer jusqu'à ce que tout soit clair. Tu es avec ton Chaver ou avec le Rav ou avec ton Talmid, PLP, face à face. Tu discutes avec lui, tu dis j'ai pas compris qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Il te répond voilà ce qui est marqué dans la Gemara. J'ai pas compris cette halakha, voilà ce qui est marqué dans la halakha. Il n'y a aucune devinette, il n'y a aucun symbole, il n'y a aucune allusion. On n'est pas en train de. C'est pas des choses allusives ou des images. C'est très très clair, c'est terre à terre. On étudie clairement, est-ce que c'est permis ou c'est interdit, Shabbat, Yom Tov, toute la Lachot, Eruvin, ou Nida, etc. On étudie clairement qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Donc on est face à face PLP. Il y a Maré, Belo, Bechidot. On part clairement, sans aucune devinette, sans aucune image. On dit clairement la Lachot. Troisième chose, le Yachlishu Khushav. On est complètement concentré sur ce qu'on étudie. On n'est pas en transe, on n'exalte pas. C'est pas un état comme ça, comme dans la Tfila, ou quand on pense à Hachem, où on est quelque part un peu. On sort un petit peu de ce monde-ci. Là, c'est terre à terre. On est complètement concentré. Il n'y a aucune divagation. Il faut être bien concentré. Et enfin, Shoel, tu peux demander ce que tu veux. Les prophètes ne pouvaient rien demander. Il a la prophétie, c'est tout. Et il a une couchée sur sa prophétie. Imaginez que Yirmiyahu, il avait une couchée sur sa prophétie. Ça reste une couchia. Il n'y aura pas de réponse. Dans la Gemara, ça reste pas une couchia. Iba et Léo, il faut répondre. Et s'il y a une couchia où il n'y a pas de réponse, et Léo Navi viendra répondre. Teiko. Il faut qu'il y ait une réponse. Il dit Réprème de Brisque. Moshe Rabbeinu, sa prophétie, elle est différente de cette prophétie. C'était pas la prophétie, c'est de la Torah. C'était un niveau de prophétie avec la clarté de la Torah. Il avait à chaque fois qu'il parlait avec Hachem, c'était de la Torah. Et c'est ça la grandeur de Moshe. Les autres prophètes n'ont pas, comme Aaron et Myriam, n'ont pas écrit leur prophétie. On n'a pas Sefer Aaron, Sefer Myriam. On a le Sefer de Moshe, Torah de Moshe. On n'a pas le Sefer de Aaron, de Myriam ou des dizaines de milliers de prophètes qui vivent dans le clan d'Israël. Parce que leur prophétie n'était pas de la Torah. Mais Moshe Rabbeinu, sa prophétie, c'est de la Torah. Et ça, c'est pas tout le monde. Et ça, c'est la taout de Myriam et Aaron. Myriam et Aaron, ils ont dit, pour se préparer un matin de Torah, on est d'accord, il faut se purifier. Il faut aller au mikvé, il faut séparer de sa femme, il faut attendre Erev Shemesh, il faut séparer. On ne peut pas être voulium pour recevoir la Torah. Mais pour une de la prophétie, on peut être voulium. Et toujours on parle avec Hachem, on va au mikvé le matin, et on parle avec Hachem en étant de voulium. Comme ça, ils ont dit, Myriam et Aaron. Hachem a dit, mais Moshe Rabbeinu, c'est pas de la prophétie. Quand je suis avec Moshe, c'est comme Matan Torah, c'est comme la Torah Mamash. Tout est clair, on va directement au but, c'est de la Torah. C'est de la Torah. Vous-même, vous êtes d'accord que pour de la Torah, il faut qu'il y ait Erev Shemesh, qu'il y ait la nuit qui tombe. Et s'il faut qu'il y ait la nuit qui tombe, il ne peut pas, du coup, rester avec sa femme. Il faut qu'il soit toujours en état de pureté complète. Il ne peut pas rester avec sa femme. Ça, c'est le tirout. Alors, quelle est la faute de Myriam et Aaron? Alors, parce que juste, ils n'ont pas compris cela. Mais le Rav Etzraim dit plus que ça. Le Rav Etzraim dit il y a deux fautes précisément chez Myriam et Aaron. Premièrement, ils ont minimisé l'importance de Moshe Rabbeinu. Ils ont dit Moshe Rabbeinu, il n'est pas à un niveau où il y a Matan Torah à chaque fois avec lui. Il est à un niveau de Nevoa. C'est un grand prophète. Mais Nevoa, Hachem a dit non. Avec Moshe Rabbeinu, c'est Matan Torah. Et Bémet, Ezra, il a dit, les Juifs qui veulent étudier la Torah, qu'ils aient un mikvé, qu'ils soient le plus pur possible. Ezra est institué. Quand on est proche de la Torah, il faut être à la hauteur de cette Torah qu'on étudie. Il y a tellement de clarté, tellement de précision. On a avec la parole d'Hachem, PLP, qui Shem Hachem Ekra, Avu Godel Elokenu. Lorsque j'appelle le nom d'Hachem, et il y a marqué aussi Avolecha Oberarticha, Hachem il vient résider sur celui qui appelle le nom d'Hachem. La Gemara dit dans Brachot, c'est quoi appeler le nom d'Hachem? C'est l'étude de la Torah.
Parce que, comme dit le Ramban, tous les mots de la Torah, c'est des noms d'Hachem. Donc il faut être au niveau. Lorsqu'on a la proximité avec Hachem claire, il faut être au niveau. La proximité avec Hachem, en rêve, en image, en prophétie, alors ça suffit d'aller au milieu. Mais la proximité avec Hachem claire, on n'a pas idée de la grandeur de Matan Torah. Même après coup, on est après Matan Torah, on n'a pas idée. Ça, c'était l'erreur de Myriam et Aaron. Ils n'ont pas compris que Moshe Rabbeinu, il a un niveau de Torah. Chaque fois qu'il parle avec Hachem, c'est Torah. Ça, ils n'ont pas compris. Comme ça, il explique le Bet Shmuel dans l'introduction du Shulchan Aruch, Even Haezer, et le Panim Yafot de Meshach Chochma aussi, ils vont un petit peu dans ce sens-là. Le Rav Tzraim, il rajoute que même si Myriam et Aaron n'avaient pas compris cette nuance, ils auraient dû aller demander à Moshe, avant de parler entre eux, pourquoi tu parles? Pourquoi vous parlez du mal de Moshe gratuitement? Tiens une question, va demander à Moshe Rabbeinu. Moshe, pourquoi tu as fait comme ça? Il va t'expliquer. Tu sais, lorsque je parle avec Hachem, c'est un niveau de prophétie où il faut que je sois comme un Matan Torah. Et tu sais, Hachem, il m'a fait un remèze. Il m'a dit, les autres rentrent et toi tu restes avec moi. Il aurait expliqué. Myriam et Aaron, ils ont parlé entre eux, certes dans un but constructif et positif, mais sans demander, consulter Moshe Rabbeinu. Lorsqu'on peut éviter de dire du Lachon Hara en passant par un moyen détourné, on le fait. Si on peut aller voir Moshe Rabbeinu et essayer d'éclaircir la situation, sans le vexer bien sûr, eh bien on le fait. Le Rav Tzraim dit seulement si t'as pas le choix, parce que la personne en question tu peux pas lui parler, parce qu'elle écoutera pas, ou parce qu'elle va pas te répondre, parce que c'est une personne dangereuse, l'Avdil. Alors tu as le droit de parler directement du Lachon Hara à quelqu'un, dans des buts constructifs, pour qu'il y ait des conséquences positives. Mais dire directement du Lachon Hara, c'est interdit. Même Tzipora, elle aurait pas dû se plaindre devant tout le monde. Dire oh là là, les pauvres, la femme de Eldad ou Medad, les pauvres leurs femmes, ils vont sûrement séparer d'eux. C'est une erreur que Tzipora fait de se plaindre devant tout le monde, qu'elle est séparée de Moshe Rabbeinu. Donc voilà, il y a eu des fautes qui ont entraîné d'autres fautes. Tout ça c'est parti parce que Vaïsoum et Arachem ils sont partis du Arsinaï, et un enchaînement de fautes comme on a expliqué. Et à Agav, on voit dit le Ramban lui-même dit on voit la gravité du Lachon Hara, que même dans des conditions mamash très positives et constructives, si on peut éviter cette faute-là, eh bien ça s'appelle un Diboura. Et pourquoi grâce à ça on doit se souvenir du Lachon Hara? Est-ce que c'est le meilleur exemple pour se souvenir du Lachon Hara? Alors Rav Tzraim explique que toute la notion de Lachon Hara, c'est pas comme on croit. Souvent les gens croient Lachon Hara dire du mal. Il y en a même qui croient que c'est dire du mensonge, la faute de Lachon Hara. Au moins même sinon on sait que c'est pas ça, et c'est dire du mal. Rav Tzraim dit c'est pas exact, c'est pas dire du mal. Lachon Hara c'est quoi? C'est diminuer la valeur d'une personne. C'est-à-dire que si tu veux parler de Al Capone, et tu dis que c'est un voleur ou un brigand ou un mafieux, je sais pas, et Bidou qu'est-ce qu'il est, ça s'appelle pas dire, t'as pas diminué la valeur de la personne, ça s'appelle Lachon Hara. Si quelqu'un c'est un mafieux, c'est le chef de la mafia, et tu dis c'est le chef de la mafia, c'est pas du Lachon Hara. Le Rav Tzraim dit le Lachon Hara c'est diminuer la valeur de la personne. Si tu dis par exemple le Rav de la ville, tu sais le Rav de la ville, tu sais qu'il étudie pas toute la journée, hein. Il est très occupé, hein. Waouh, dit le Rav Tzraim. Les gens ils pensaient que c'était un grand Talmid Chacham. Maintenant tu dis Rav David, maintenant c'est un rabbin des bois, qui s'occupe de plein de choses et il a pas le temps d'étudier, il connaît rien. Tu l'as cassé. Rav Tzraim il dit dès que tu diminues la valeur d'un juif, tu arrives au Lachon Hara. C'est pas forcément une parole négative. Quelqu'un, tu dis lui, par exemple, Shamaï, tu dis lui, c'est un grand Makpid. Tu dis, il n'y a pas de Lachon Hara. Tout le monde sait que Shamaï, son fil conducteur, c'est il tranche la halakha selon, il est pointilleux, selon la rigueur. Donc Lachon Hara, c'est diminuer vers la personne. Donc dans l'histoire avec Moshe Rabbeinu, on voit bien cette Nekouda-là. Elle n'a pas dit du mal, elle n'a pas donné l'intention, mais elle a diminué la névoie de Moshe Rabbeinu. Et elle aurait pu éviter la chose. C'est déjà Lachon Hara. C'est vraiment raison pour te montrer que, déjà pour te montrer la gravité de Lachon Hara, que même les petites failles sont des erreurs, sont des Issourim d'Oraïta. C'est d'Oraïta, Issour d'Oraïta ce qu'elle a fait Myriam, sinon ne serait pas marié dans la Torah. Et pour te montrer aussi le Yesod du Lachon Hara, c'est diminuer la valeur d'une personne. Le Lachon Hara, c'est que sur un juif, c'est aussi sur la personne. Rav Tzraim n'a pas répondu à cette question dans son livre. Il y a mes Farshim qui disent que c'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'on utilise ce genre de éther. Théoriquement, c'est marqué dans la Torah Re'echa plusieurs fois, non seulement un juif, mais un juif qui pratique la Torah et mitzvot, qui pratique dans les mitzvot. S'il pratique parce qu'il ne connaît pas, alors ça va, c'est shogeg, ça va. Mais oui, après oui, c'est sûr. Donc voilà, Vat Hashem, on a vu un petit peu le lendemain de Shavuot, ne pas se relâcher. La Torah, elle nous le dit dans la paracha de cette semaine. Ça peut entraîner plein de fautes, le relâchement, et surtout faire attention à la parole. La parole, elle est faite pour dire des livrets Torah, elle n'est pas faite pour dire du Lachon Hara.